Moderco est le plus important fabricant de cloisons mobiles au Canada et se classe parmi les 5 plus grands en Amérique du Nord. Sa vaste gamme de produits destinés principalement aux établissements scolaires, hôtels et centres de congrès est exportée partout dans les Amériques. Le maintien de l'entreprise en des mains québécoises est désormais assuré grâce à une stratégie de relève établie avec soin par son fondateur. Qu'est-ce qui m'a amené à réaliser le transfert de l'entreprise? Mettons, Liberté 55, c'était la publicité du temps. Je dois dire que ce qui m'a amené, c'est, évidemment, chaque personne vieillit dans la vie et je voyais que l'entreprise progressait. Et étant donné qu'on n'est pas éternel dans ce monde, j'ai pris comme scénario, je prends l'avion, je m'en vais en voyage, l'avion crash, demain matin, qu'est-ce qui arrive ici? Le premier qui va appeler, c'est la banque. Il dit, ah, Michel n'est plus là, qu'est-ce qui va arriver? Le deuxième qui va appeler, c'est la compétition. Qui vont dire, là, vous faites quoi? Troisième scénario que j'ai pensé aussi, c'est que la compétition va venir chercher tes hommes clés. Parce que là, il y a beaucoup de relations interpersonnelles qui s'établissent entre le président de l'entreprise et tel ou tel directeur de vente ou tel directeur de vente. Là, je suis pas sûr que là, à un moment donné, Michel n'est plus là, patati patata, puis on commence à semer le doute. Et ça prend du temps à bâtir quelque chose une entreprise et avec tous ses effets. Mais ça prend pas beaucoup de choses pour la démolir. La minute où est-ce qu'on a été ciblé, à ce moment-là, on a eu à se rencontrer. On s'est dit, c'est beau, on va avoir une belle aventure qui commence. On s'était fait dire par plein de gens que c'était un genre de vie de couple qui commençait. Fait qu'on s'est dit tout bien se dire nos 4 vérités tout de suite. Fait qu'on s'est cédulé un petit souper au restaurant. Puis on s'est dit vraiment ce qu'on n'aimait pas, la façon qu'on agissait dans l'entreprise. Fait qu'à ce moment-là, au moins, on savait sur quel pied danser, on savait à quoi s'attendre. On se connaissait déjà beaucoup du fait que ça faisait quand même déjà plusieurs années qu'on travaillait ensemble à l'intérieur de l'entreprise. Mais de commencer cette aventure-là, c'était un défi différent. Alors, j'ai commencé, moi, à réfléchir sur ce phénomène-là. J'avais 50, j'en ai 61. Et le résultat s'est fait, j'en avais 58. Là, okay? Alors, ça a pris 8 ans de réflexion, de négociation pour monter ce dossier-là. Alors, quelqu'un qui pense que ça se fait overnight, dans une journée ou deux, là, si on va faire ça, ça fonctionne pas. D'abord, ça m'a pris au moins 2 ans dans ma tête à moi pour me décider de le faire. Ça a commencé, Michel nous a présenté, il nous est arrivé avec son idée, okay, de léguer sa compagnie à des employés. Et c'est une firme qui l'avait approché lui disant qu'eux autres avaient un produit. Et il lui a expliqué un petit peu à quoi ça consistait. Michel a trouvé ça bien intéressant, nous l'a présenté, puis il nous a dit, bon ben maintenant, partez avec ça, puis faites vos devoirs, puis faites ce que vous avez à faire. J'ai pris des renseignements sur différents organismes qui font ce genre alors des venture capital, des capital de risque, des entreprises à capital de risque qui en est pour faire du financement, pour faire des acquisitions. Il y en existe beaucoup. Alors là, j'ai cherché la liste de tous ces organismes-là. Il y en a que c'est pour des entreprises en démarrage. C'était pas mon cas. Il y en a d'autres que c'était de la haute technologie. C'était pas mon cas. Il y en a d'autres que c'était des multinationales. C'était pas mon cas non plus. Alors, quand on a épuré la liste, il reste quelques organismes à lesquels on est capable de se référer. Alors, on a décidé pour être sûr, justement aussi pour pas se faire avoir, puis la transaction pour être sûr que M. Julien l'aimait, puis nous autres aussi que ça nous convenait et fiscalement parlant. On a rencontré un autre partenaire. Eux, ils ont bougé beaucoup plus vite, mais on n'aimait pas la façon comment ça se concluait. Et on savait qu'avec la demande de M. Julien, ça conviendrait pas. M. Julien, il essayait de vendre, faisait quelques années
soit des particuliers, mais il avait bien peur que ça soit vendu aux États-Unis à des Américains. Alors là, en trouvant ce partenaire-là, ben lui, c'était l'idéal. Et dans sa tête, ça a mûri avec le temps. Et il a sélectionné des employés pour lui clés. Ça, c'était super aussi parce que comment ça a été fait, il nous a envoyé une lettre de se présenter à la salle de conférence une telle date à telle heure. On rentre ici, puis là, il y avait tous des gens, des professionnels qui étaient là, qui nous attendaient pour nous offrir ça. Vraiment, on s'y attendait pas. À partir de là, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment faire une offre comme si on achetait la compagnie à M. Gillier, qu'on était complètement des gens à part. Donc, il fallait monter un plan d'affaires, il fallait faire, si on veut, analyser la compagnie ici au niveau de sa valeur. Parce que les gens disaient, bon, ben oui, pour vous autres, ça vaut autant. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, combien ça vaut Moderco? Parce que nos partenaires, eux, étaient pas prêts à payer le prix que nous autres, on était prêts à payer. Dans le sens que pour nous autres, on voit les possibilités de la compagnie, puis on se dit, ben, ça vaut, hein. Mais eux autres, en tant qu'hommes d'affaires, disent, non, ça vaut pas tant que ça. Et donc, il fallait faire l'analyse de la compagnie ici. On dit, bon, ben, ça vaut à peu près tant. Alors, tout ce processus-là, nous autres, on a passé à travers. Après ça, on a pu faire une offre d'achat en bonne et due forme à M. Julien, qui a été présenté. Bon, il y a eu la négociation. Finalement, ça s'est réglé. Ça a pris tout ça 3 ans. On est tous un petit peu attachés à des valeurs émotionnelles. Alors donc, c'est une entreprise, c'est un consultant externe très connu qui a fait l'évaluation de l'entreprise à partir des bases scientifiques, des bases de calcul que tout le monde connaît. Alors donc, il est arrivé avec une évaluation juste, honnête. Et cette évaluation-là faisait l'affaire de tout le monde, faisait mon affaire, faisait l'affaire des jeunes. C'est avec cette évaluation-là que la Caisse de dépôt a travaillé aussi. C'est une entreprise québécoise où j'ai créé beaucoup d'emplois à des Québécois et je voulais que ça continue. Et donc, j'ai décidé de mettre l'entreprise à vendre, mais avec une liste longue de même de restrictions. Alors donc, ça n'a pas été facile. Et ça s'est pas fait par cette société-là ou ce consultant-là qui, eux, prennent des mandats de vendre des entreprises, mais d'abord, ils vont les vendre aux compétiteurs. Il n'y en était pas question. Ils vont les vendre dans des pays étrangers. Il n'y en était pas question. Une fois la sélection faite par M. Julien, on a eu à faire, justement, à travailler sur un plan d'affaires qui devait s'échelonner sur 5 ans. Et à partir de là, on a fait des prévisions de vente, prévisions au niveau salarial, des choses comme ça. Et aussi, on a fait des prévisions au niveau des actionnaires, c'est-à-dire nous, les 3, quel rôle on avait à jouer dans la compagnie au cours de ces 5 années-là. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que nous, on a des visions un petit peu différentes du président. Alors, on arrive avec un plan d'affaires qui est pas tout à fait à la vision du président qui nous offre l'entreprise. Mais on est allé au bout de tout ça quand même et on l'a présenté à M. Julien avant pour s'assurer que lui, il va nous vend la compagnie, mais c'est sûr, il faut qu'il soit d'accord avec nos idées et notre vision. C'était agréable de travailler avec la caisse de dépôt pour cette façon de procéder. Je ne sais pas si c'est unique à la Caisse de dépôt, mais finalement, ça a fait notre affaire d'avoir un système qui fonctionnait. Parce qu'il y avait toujours cette... oui, c'est vrai, on est intéressé par Moderco, mais, OK, c'est quoi ton plan de développement? C'est quoi ton plan d'affaires? Et évidemment, les jeunes et moi, ensemble, on faisait un plan d'affaires parce qu'on savait, on connaît notre marché, on connaît notre produit, on connaît l'entreprise, on connaît le potentiel de développement qui existe. Donc, on a bâti un plan d'affaires. Et ça, on le présentait à la Caisse de dépôt et subitement, on avait un spécialiste des plans d'affaires, de marketing, des plans marketing qui nous arrivait ici puis qui nous venait nous challenger sur notre plan d'affaires, sur notre plan marketing. Tu dis ça dans le plan, comment tu vas réussir ici? Es-tu sûr de tes données? Es-tu sûr de tes chiffres, etc.? Ça l'a suivi avec des tests psychométriques parce qu'évidemment, l'investisseur, lui, voulait savoir si les gens ciblés étaient des gens qui se complétaient bien ou s'il n'y avait pas un manque d'expérience ou c'était aussi pour être certain que dans la continuité, dans la passation des pouvoirs, qu'on puisse avoir tous les outils en main pour être capable justement de mener ce beau projet-là à terme.
Et on a passé des tests psychométriques. À ce moment-là, on a pu voir qu'on était très compatibles, les forces et les faiblesses de chacun. Et on le savait déjà, il fallait juste qu'on le prouve aux autres, mais mes forces sont les faiblesses de d'autres et mes faiblesses sont comblées par les forces de mes deux autres partenaires aussi. J'étais la seule personne qui n'était pas de la famille, si on veut. Donc vraiment, je suis complètement à l'extérieur. Ça a été, c'est toujours flatteur parce que tu dis, je suis le seul qui n'est pas de la famille. Et Michel tenait absolument à ce que tout le monde soit sur le même pied. C'est-à-dire, même si Stéphane est son fils, Stéphane est actionnaire à même part, on est au même niveau, au niveau des actions. La seule différence est au niveau de ce que Stéphane va faire plus tard. C'est-à-dire, Stéphane est appelé à remplacer Michel comme président. Puis ça, c'était décidé de toute façon entre nous. On avait déjà parlé de ça quand on s'était assis ensemble, on avait discuté, on avait dit, toi, tu vas faire quoi, toi, tu vas faire quoi. À long terme, on voit quoi, là? Mon père, ça a toujours été quelqu'un, c'est un leader, c'est la figure prédominante à l'intérieur de chez Moderco, autant à l'interne qu'à l'externe. C'est quelqu'un à qui je voue un respect incroyable. C'est dans le deal qu'on avait fixé avec notre groupe financier. Mon père était supposé être en phase-out pour les 5 prochaines années. Puis après ça, les 5 années d'après, on remboursait notre groupe financier. Puis après ça, nous autres, on demeurait propriétaires à 100%. Mais le stress enlevé de mon père, le stress financier enlevé de mon père, il reste juste la belle job, c'est-à-dire de voyager, faire du développement de marché. Il n'a pas envie de se retirer dans 5 ans. Donc, ce qui se passe, on sait que c'est moi éventuellement qui va avoir à prendre sa place. Mais je ne prendrai pas sa place tant aussi longtemps qu'il va vouloir être en place. Que ça prenne 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, il va être là. C'est lui qui a mis Moderco au monde. J'ai toujours senti, je pense que les jeunes aussi l'ont senti de ma part, mais j'ai toujours senti le respect. Ils m'ont dit et répété, dit Michel, tu restes le temps que tu veux chez Moderco. On veut que tu restes président d'entreprise. Le temps que tu veux. On a besoin de ton expertise, on a besoin de ton expérience, on a besoin de ton savoir, de ton imagination. On veut que tu restes avec nous. Alors, tout ça fait que c'est dans le respect que tout ça s'est fait. Moi vis-à-vis eux, eux vis-à-vis moi. Et c'était, je pense, la clé. Il n'y a pas personne ici qui voulait se débarrasser de qui que ce soit. Au niveau de transfert des propriétés et toute la partie fiscale de cette transaction, ça se fait pas tout seul, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis référé aux gens qui étaient collaborateurs externes depuis des années dans Moderco, me connaissent très bien, connaissent l'entreprise, connaissent le produit. Donc, mon avocat, mon comptable et mon fiscaliste, évidemment. C'est des gens compétents qui connaissent bien l'entreprise, connaissent bien Michel Julien, connaissent très bien le produit et ce qu'on fait et à qui aussi on veut céder l'entreprise, le groupe, les gens qui sont déjà en place depuis plusieurs années. Si tu peux pas faire une transaction comme ça sans passer par un fiscaliste. C'est absolument, je vois pas comment, regarde, remarque, ça pourrait peut-être se faire, mais le propriétaire paierait énormément d'impôts. Il y a 100% des actions de Moderco qui s'en allaient à 40% aux partenaires, 60% aux nouveaux actionnaires qui sont nous autres. Tant et aussi longtemps que M. Julien n'est pas payé, il garde des actions extra-votantes, si on veut, pour lui garder le contrôle de la compagnie, tant aussi longtemps qu'il n'a pas reçu son argent. Okay? C'est de cette façon-là que le deal est fait, si on veut. Ce deal-là comprend du transfert d'actions à chaque fin d'année quand il y a un transfert de dividendes qui s'en va à M. Julien. Donc, toute cette partie fiscale-là, donc, toute cette cuisine-là, si on veut, là, ça, c'est laissé au fiscaliste et c'est lui qui organise tout ça. Et finalement, ça s'est fait, on a signé, c'était une histoire, c'est vraiment lourd comme projet, mais en même temps très enrichant et très le fun. Puis c'est sûr que c'est dramatique pour un chef d'entreprise qui, ça fait 20 ans, 25 ans que tu mènes la barque, puis tu es le seul décisionnaire, la personne qui décide, etc., etc. Mais quand tout ça s'est passé, là, après toutes ces années de réflexion et ces années de négociation avec une société en particulier, à la fin, là, il reste un item
qui fait que ça s'est bien déroulé et ça continue à bien se dérouler. Et ça se retrouve au niveau d'un mot, le respect.